L'heure de vous accueillir, Camille Lecause. Bonjour à vous. Vous êtes chercheuse au Bonjour. Centre de réflexion Migration Policy Institute, spécialiste des questions relatives aux migrations et aux déplacements forcés. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions sur France 24. Cette loi immigration, c'est la 29e du genre en une trentaine d'années. Avant de vous interroger sur ce que cela pourrait changer, je voudrais d'abord qu'on éclaircisse quelque chose, et je profite de votre présence. De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? De migrants, de réfugiés, d'étudiants? De tout en fait et ce que l'on voit, c'est que finalement on a perdu, comme vous le rappelez un petit peu la pendule sur, qu'est-ce qu'on cherchait à faire, quels étaient les objectifs du gouvernement, et ça, c'est parce que le débat sur le projet de loi immigration a été extrêmement politisé, si bien qu'on atterrit aujourd'hui sur une loi qui est inadaptée aux enjeux nationaux, aux enjeux européens, globaux. Depuis près d'un an, vos collègues l'ont rappelé, on a assisté à des marchandages divers avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est en mouvement permanent, des portes qui se sont ouvertes, qui se sont fermées sur l'échiquier politique, et un ministre qui mise son avenir politique sur cette loi. Et donc, ça entraîne aussi un espèce de chantage politique avec les partis de droite qui cherchent à peser de plus en plus. Et ce qui me frappe aussi dans le reportage qui vient d'être diffusé, c'est à quel point ce projet est un enjeu fort pour la majorité parce qu'elle s'est divisée sur cette question. On sait que les politiques migratoires sont un des sujets qui appellent le plus à nos valeurs. Et donc, finalement, c'est normal que le Parti Renaissance se trouve embêté avec ce sujet. Alors, il y a eu une version beaucoup plus dure, écrite au Sénat, qui a ensuite été revue, assouplie, disons-le, par la Commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs cette version qui doit être présentée aujourd'hui. On peut en retenir deux grandes lignes. L'aide médicale d'État a donc été rétablie. Elle aurait pu être remplacée par l'aide médicale d'urgence, donc l'aide médicale d'État rétablie, ce qui veut dire que toutes les personnes en situation irrégulière continueront d'avoir accès aux soins si le texte est voté. Et ensuite, cette nouvelle version garantit à toutes les personnes en situation irrégulière, dans les métiers de tension, de voir régulariser leur situation. En somme, est-ce que déjà dans ces deux grandes lignes, il y a quand même une avancée dans cette nouvelle version? Alors, je pense qu'il faut faire très attention. C'est d'une part, l'aide médicale d'État n'est pas ouverte à tout le monde. Il y a des conditions très strictes qui régissent l'accès à cette aide. Et on Lesquelles sait Lesquelles? Vous voulez bien nous éclairer là-dessus pour qu'on comprenne bien? Oui, en fait, il faut démontrer qu'on est sur le territoire depuis un certain nombre de mois et montrer et faire la démonstration que les besoins dont on fait état correspondent à une grille, ce qui fait qu'on est loin en fait de toutes ces discussions sur le fait que des personnes viendraient en France pour obtenir un petit peu des soins de confort. Ce sont vraiment des personnes qui ont besoin d'une assistance un peu dans l'urgence, avec cette idée aussi de dire on a besoin de cette aide médicale d'État d'une manière générale sur aussi faire de la prévention pour la santé publique. Donc ça, c'est pour l'aide médicale d'État. De la même manière, sur la régularisation des travails sans papier, très franchement, je ne suis pas sûre de là où on en est exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on était loin de cette régularisation massive telle qu'elle avait été décriée par une partie de la droite. Et c'est pour ça que je voudrais revenir plutôt sur la coloration du texte, qui est un projet de loi qui réduit en fait la gestion des migrations aux enjeux de contrôle des frontières, de lutte contre la migration irrégulière, parce qu'on a parlé de l'AME, de la régularisation, mais il y a eu toutes sortes de discussions sur la criminalisation des séjours, et puis aussi cette question des retours et des réadmissions, en particulier pour les migrants délinquants, qui paraît peut-être une mesure de bon sens pour la sécurité nationale, mais qui soulève aussi des questions beaucoup plus complexes sur l'état de droit. Et on l'a vu au cours du week-end, la défenseure des droits le rappelait dans Le Monde, justement, sur... Justement, voilà, sa tribune. J'allais justement vous faire réagir là-dessus. Claire Hédon, la défenseure des droits, qui explique que ce texte bafoue la dignité et l'égalité. C'est aussi votre avis, alors, si je vous suis bien? Ce que la défenseure des droits met en lumière, c'est toute une série de risques qui sont liés à ce texte et à ce que le ministre de l'Intérieur et le gouvernement essaient de faire pour augmenter le taux de retour. Avec, par exemple, des risques liés au flou juridique autour de la notion de menace à l'ordre public. Comment est-ce qu'on définit ça? Et puis, par exemple, des délais de recours resserrés, ce qui rend plus compliqué l'accès au juge. Et donc, ce qu'on retrouve dans ce texte, globalement, c'est
cette logique restrictive, cette idée qu'il faut rendre les conditions plus difficiles pour les étrangers qui vivent en France, pour éviter cet appel d'air avec ce mythe que la France attire les migrants depuis les confins de l'Afrique. Et ça, c'est fort dommageable à mon sens parce qu'on propose un texte qui est loin des réalités dans la manière de gérer les requêtes administratives des étrangers. Et pourtant, Camille Lecause, et pourtant 73% des Français, selon un tout dernier sondage, soutiennent ce texte. Comment vous l'expliquez ? Je pense que la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une conversation, un débat public sur les autres enjeux des migrations. Et à mon sens, vraiment, là, on néglige deux enjeux fondamentaux, à la fois les migrations de travail. On a vu au moment de la crise du Covid à quel point les travailleurs essentiels, des positions qui sont souvent occupées par des migrants, sont critiques. Et donc, nous ne parvenons pas à avoir cette discussion sur comment est-ce qu'on peut mieux organiser ces migrations pour éviter qu'à la fois les migrants se retrouvent à supporter les coûts humains, les coûts financiers de ces voyages, mais aussi qu'on se retrouve dans la situation de la France aujourd'hui, où on a un certain nombre de personnes qui sont en situation régulière. Et puis, il y a toute cette question de l'intégration, où là, il y a quand même vraiment une réflexion à avoir sur comment obtenir de meilleurs résultats, plutôt que de rester dans cette position incantatoire sur ce que les migrants doivent savoir. Est-ce que de tout savoir des valeurs de la République, en fait, ça ne veut pas dire qu'on les a forcément intégrées. Donc là, les mesures que propose le gouvernement sur ce sujet-là ne me paraissent pas à même d'atteindre non plus leurs objectifs. Alors, une question et un enjeu comme celui-ci, est-ce qu'il aurait peut-être pu être porté par une convention citoyenne ? C'est la proposition de Pierre Henry, président de France Fraternité, qui expliquait que ce serait finalement une convention citoyenne dans laquelle siégeraient des parlementaires, des spécialistes de la question, comme vous l'êtes notamment, de se prononcer ou en tout cas d'émettre des avis plutôt que ce processus législatif face auquel on est aujourd'hui. C'est votre avis ? Alors effectivement, je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à avoir un débat public plus proche des citoyens. La Convention sur le climat avait donné des résultats intéressants. Ça me paraîtrait judicieux de mettre en place ce type de convention avec des discussions qui seront possibles et qui, à mon sens, permettront vraiment de remettre la question des migrations dans un cadre plus global, à la fois à l'échelle européenne, mais aussi globale, parce qu'on oublie souvent que finalement, ces questions jouent aussi sur les partenariats, la position de la France dans le monde. Ils ont un fort impact et on le voit notamment avec tous les liens que les diasporas qui vivent en France entretiennent avec leur pays d'origine. Merci beaucoup Camille Lecause. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.